J'ai quand même écrit un livre sur une jeune femme qui se dit qu'elle a un rêve impossible, qui fait tout pour le réaliser. C'est ça. Donc maintenant, à mon tour de faire ce que je dis. C'est parti, n'ayons pas peur, n'ayons pas froid aux yeux. Si c'est ce qu'on aime, c'est faire ça. Même si ça paraît impossible, ce qui est intéressant, c'est le chemin et de se dépasser tous les jours. Et peu importe le résultat, ce sera cool, quoi. Aloha et bienvenue sur le podcast du portail de l'auto-édition. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une autrice qui s'appelle Rose et que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je suis donc Rose Béra. Je suis autrice, narratrice audio et conteuse traditionnelle. Et mon premier livre vient de sortir, donc il s'appelle Source sorcière. Je suis française, mais j'ai habité pendant 5 ans environ à l'étranger, en Angleterre, en Écosse et au Danemark. Ma plus grande passion, c'est l'anglais, regarder des K-dramas, des animés et manger de la bouffe, en gros. Surtout de la bouffe asiatique, de tous les pays, que ce soit Inde, Japon, Chine, tout ce que tu veux, j'adore. C'est, voilà mon kiff dans la vie. J'approuve tout ça. C'est un très bon choix. Bah écoute, du coup, merci à toi d'avoir répondu présente à mon invitation. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on papote dans un cadre un peu chill, tranquille, posé, autour de ton métier d'écrivaine et autour de ton œuvre qui vient de sortir, autour de ton univers, de ta passion aussi pour l'écriture, etc., etc. Donc si tu es prête, je vais te cuisiner à base de 1001 questions pour qu'on en sache un peu plus sur toi. C'est parti, je suis prête. Écoute, on commence avec une question très facile, enfin je l'espère, qui est: est-ce que tu veux bien te présenter, toi, autrice, et ton univers de Source sorcière, s'il te plaît? Alors, mon univers d'autrice, je dirais qu'il est en plein changement. Et on va dire qu'au moment où j'ai écrit Source sorcière, mon univers, c'était justement être inspiré de tout ce qui est film Ghibli, notamment Kiki la petite sorcière, qui est mon animé préféré en long métrage, et de contes de fées, évidemment, vu que j'ai appris à conter en Écosse. Donc c'est un peu un de tout ça, cet esprit vraiment celtique, fantasy. Donc c'est vraiment dans cet univers-là que je m'inscris en tant qu'écrivaine. Et mon but, sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, donc j'essaie de m'améliorer en écriture de jour en jour, et ma philosophie aussi en tant qu'écrivaine de l'affiner. Et donc j'aimerais vraiment écrire des histoires qui puissent, comment dirais-je, des histoires qui transformer, en fait. D'accord. Puissent transformer les gens, soit leur apporter une réflexion différente sur la vie ou qui ils sont, et les aider peut-être même à se soigner intérieurement de certaines blessures qu'ils peuvent avoir, justement. Donc je suis en train de travailler là-dessus, on va dire, en termes d'écriture maintenant, et plutôt en anglais. Donc je me mets à écrire en anglais aussi. Wow. Donc voilà dans quoi ça va s'inscrire l'univers dans les années qui viennent. Ça promet. Et en ce moment, j'écris des nouvelles. Voilà. Ça va être sympa, je pense. Les nouvelles, c'est un autre exercice, parce que tu dois être plus concise, moins développée, mais en même temps savoir aller à l'essentiel, etc. C'est pas évident. Mais c'est vrai qu'en tout début, plutôt censé commencer par écrire des nouvelles qu'un roman. Mais moi, je me suis dit, non, moi, je vais écrire un roman, un petit peu comme beaucoup d'écrivains, je pense. Et au final, je suis très contente de Sorcière, mon premier roman, donc qui parle de sorcière, évidemment, un roman fantasy, avec l'histoire d'une jeune femme qui a un rêve impossible, devenir sorcière dans un monde où la magie n'existe pas, donc notre monde, et qui donc part faire une aventure en Écosse, qui rencontre des gens sur le chemin, et qui s'accomplit en tant que femme et en tant que... qui passe un peu de son statut d'adolescente âme, et qui apprend à se découvrir, en fait, grâce à la magie et grâce à cette expérience-là de devenir sorcière. Et donc voilà, et donc ça a été très intéressant, mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même un travail titanesque d'écrire un roman. Et je me rends compte aujourd'hui aussi, ça demande du boulot, ça m'a pris 4 ans quand même. Donc voilà, pour un livre de 50 000 mots,
Donc c'est pas très très grand comme livre pourtant, mais ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis vraiment découverte en tant qu'écrivaine en faisant ça. Donc je suis très contente de l'avoir fait et je suis fière que ce livre soit sorti parce qu'il représente justement mon cheminement en tant qu'écrivaine. Et il fait aujourd'hui que je peux me poser les questions de vraiment qu'est-ce que j'ai envie de devenir comme écrivaine. J'ai que 26 ans, j'ai déjà fait ça, mais maintenant qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui donne un sens à l'écriture pour moi? Et donc, je m'autorise à justement, expérimenter en ce moment, c'est ça que je fais. J'expérimente des trucs en français, en anglais, et je me cherche. Ouais, ça t'a ouvert la voie finalement. Oui, puis là, avec ce sorcière, j'étais plus sur de la littérature de genre. Je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais je crois. Donc où c'est plus justement tout ce qui est jeune adulte ou des livres de fiction mais qui sont pas littéraires, on va dire. Et là, je suis en ce moment en train de tomber amoureuse de Tchekhov. Donc je suis vraiment sur de la littérature russe. Je suis en train de tomber follement amoureuse et je suis en train de me rendre compte que voilà, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire en fait. Mais du coup, c'est un peu un objectif impossible à atteindre. Mais cool, en fait, j'adore les challenges et du coup, j'ai envie de passer un peu à la prochaine étape et me dire, ok, j'ai quand même écrit un livre sur une jeune femme qui se dit qu'elle a un rêve impossible, qui fait tout pour le réaliser. C'est ça. Donc maintenant, à mon tour de faire ce que je dis, c'est parti, n'ayons pas peur, n'ayons pas froid aux yeux. Si c'est ce qu'on aime, c'est faire ça. Même si ça paraît impossible, ce qui est intéressant, c'est le chemin et de se dépasser tous les jours. Et peu importe le résultat, ce sera cool, quoi. Ce sera dans tous les cas des choses apprises, des rencontres faites, des moments incroyables, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je vis l'écriture un peu comme un chemin spirituel, on va dire, dans ma tête, tu vois, un peu comme quelqu'un, je sais pas, qui ferait du karaté ou un art martial, tu vois, qui va essayer de devenir la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Et qui fait pas seulement des gestes, tu vois, en art martial, si j'ai bien compris, il y a aussi une sorte de dimension spirituelle de grandir en tant qu'être humain à travers ce sport, par exemple. Ouais. Eh bien, j'essaye d'appliquer ça à mon écriture, on va dire. Ouais, c'est une chouette philosophie. Donc, hein. Et parlant écriture, du coup, je me permets de rebondir dessus. Du coup, comment t'en y es venue à te lancer dans l'écriture? Est-ce que tu as écrit quand tu étais beaucoup plus jeune? Est-ce que c'est en lisant un bouquin tu t'es dit tiens, moi aussi j'ai envie d'écrire? Enfin, comment t'es arrivée par cette porte d'entrée finalement? J'étais petite, j'avais, je sais pas, 8-9 ans, je sais plus trop quel j'avais, mais j'écrivais des poèmes. En fait, ma grand-mère me faisait beaucoup de poèmes et j'avais des petits poèmes un peu aux gens et je leur offrais des poèmes. Et puis ensuite, en grandissant, ça s'est totalement perdu. J'ai jamais été une grande lectrice. Enfin, en tout cas, il y a eu un gros vide où il n'y a pas eu de lecture, il n'y a pas eu d'écriture, quoi. Et c'est vraiment plus récemment, donc quand j'ai bougé en Angleterre, donc mon premier voyage vraiment où j'ai habité dans ce pays pendant 1 an. Et c'est à ce moment-là où en fait, moi, mon amoureux, il étudie sa 3e année en Erasmus. Et on est parti après habiter en Écosse. Moi, ne sachant que je voulais faire, et lui, il voulait devenir écrivain et éditeur surtout, aussi, on va dire. Et donc, il a été dans un cours de creative writing. Donc, c'est une université d'écriture créative à Édimbourg qui t'apprend en fait en master à être écrivain en anglais. Et donc, il a suivi ce programme-là, donc forcément j'ai fait des rencontres aussi, j'ai rencontré ses amis, certains qui étaient déjà écrivains depuis de longues années et qui venaient juste se perfectionner durant ce master, j'ai trouvé passionnant. Et puis forcément je me suis mise à lire ce qu'il écrit pour lui faire des tours, ces choses-là, et je me suis prise au jeu, on va dire. Et puis il y a eu aussi en parallèle le chemin que moi je me faisais de mon côté, où j'ai rencontré David Campbell, qui est un des plus vieux, là il a 87 ans si je me trompe pas. Donc c'est vraiment un vieux conteur qui est une légende dans son pays, quoi. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer, de faire partie de la communauté des conteurs là-bas. C'est génial. Donc ils m'ont appris à conter traduire. Ouais, c'était fou. C'était une des meilleures expériences de toute ma vie et ça reste quelque chose qui, voilà, c'est ça qui me passionne. Une partie pour moi qui est importante, le conte. Donc je me suis retrouvée en fait entourée de gens qui racontaient des histoires, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Et comme je me suis mise à le faire à l'oral. Et puis que mon amoureux, étant fantastique, il m'a dit « Mais pourquoi tu le fais pas aussi ? Enfin, qu'est-ce qui te retient ?» Et moi, dans ma tête, je me disais
mais oui, mais c'est peut-être bizarre si on fait toutes les deux un truc en commun qu'on aime bien. Alors voilà, je me l'autorisais pas. Il m'a dit n'importe quoi, au contraire, c'est excellent ce que tu fais le. Mais et oui, donc je l'ai. Et voilà. Voilà. Depuis, en fait, je suis vraiment tombée, mais hyper amoureuse de l'écriture, autant que du conte. Surtout récemment, depuis que j'ai sorti mon livre justement et que je t'expliquais un peu ma nouvelle manière de voir les choses et le fait que je me laisse totalement vagabonder un peu sur le terrain de l'écriture et toutes ces facettes un petit peu pour tout ça, quoi. Donc voilà, maintenant je suis passionnée, je peux plus m'en passer. Et t'es piquée, ça. Et voilà. C'est trop bien. J'arrive pas à imaginer une vie sans ça, en fait, peu importe ce qui adviendra. J'arrive pas à imaginer continuer de vivre ma vie sans l'un ou l'autre. C'est super. J'ai enfin trouvé une passion. C'est génial. Enfin, des passions. Oui, du coup. Mais c'est super top. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un peu plus? Bon, tout à l'heure, tu nous as brièvement expliqué de quoi parler Source sorcière, mais est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus, nous présenter peut-être les personnages principaux, l'intrigue? Je sais pas, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ce tout premier roman que tu as publié, du coup? Les personnages principaux, je dirais qu'il y en a vraiment 3, même si bien sûr il y a plus de personnages que ça, mais vraiment les 3 que j'ai voulu mettre un petit peu plus en avant, c'est donc 2 personnages féminins, je dirais au premier plan. Adélaïde, qui est donc une Française, qui une grand-mère en fait, qui lui racontait des histoires quand elle était petite et qui du coup un petit peu rêve de magie, mais se dit voilà, le monde est un peu difficile autour de moi, travaille à l'usine l'été, c'est compliqué, elle est triste, elle a besoin de magie, quoi, elle le ressent pas dans son quotidien. Et donc du coup, elle se dit bon il me reste qu'un choix, quoi. C'est soit j'accepte cette vie-là qui me plaît vraiment pas, soit j'essaye quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que j'essaye? J'essaye de partir du coup en Écosse, trouver la magie, parce que je sais que là-bas il y a des contes et des légendes, etc. Donc ça, c'est inspiré bien sûr de ce que j'ai vécu, non pas parce que moi je suis en représentation de ce personnage, mais plutôt l'idée de mettre en valeur le folklore écossais et puis d'honorer en fait mes amis en Écosse, quoi. J'avais envie qu'elle passe par l'Écosse parce que pour moi c'était une évidence que c'était une terre magique et j'avais envie de donner envie aux gens d'aller en Écosse, en fait, parce que je pense que c'est plein de magie, cette terre, vraiment. Et voilà. Donc, il y a ce personnage-là qui est un petit peu, justement, qui peut être parfois un peu immature, qui ne comprend pas que pour réussir à vivre son rêve, faut travailler, en fait. Et voilà, donc ça, l'apprendre sur le chemin aussi de son apprentissage. Que les rêves c'est pas impossible, mais que ça vient non plus comme ça se glisser dans ta poche en cadeau, quoi, et que faut faire des efforts dans la vie, quoi. Il y a un petit peu cette idée là. Et puis il y a aussi Véronique Stewart qui elle est une Écossaise, une vieille femme archéologue qui habite dans le nord de l'Écosse et qui a en fait des ancêtres, en tout cas elle pense avoir des ancêtres celtiques qui sont des femmes phoques. Donc ça, c'est une légende qui existe en Écosse et en Irlande, peut-être ailleurs. Donc c'est des femmes en fait qui vivent dans l'eau sous forme de phoques et qui de temps en temps viennent sur Terre, retirent leur peau et vivent dans le corps d'humaine en fait le temps d'une nuit ou voilà. Et dans ces contes-là, des hommes volent leur peau et tant qu'elles n'ont pas leur peau, elles ne vont pas retourner à l'eau. Donc j'ai un peu de refaire une petite réécriture là-dessus. Sous un autre point de vue. Donc, vous pouvez le découvrir dans le livre si vous le lisez. Je crois que c'est le chapitre 5 ou 6, je ne sais plus. Mais quelque chose comme ça. Et donc, cette femme-là, Véronique, elle pense qu'elle est descendante d'une Selkie et d'une femme, en fait. Et de 2 femmes qui se seraient rencontrées il y a très longtemps. Et forcément, ça intrigue Adélaïde. Donc, les 2 femmes se rencontrent. Et toutes les 2, donc, elles se mettent en quête, retrouver magie en fait du monde qui est forcément en Écosse selon elle et quelque part sur cette terre qui existe et qui doit juste être retrouvée. Et donc, à côté de ça, il y a un autre monde, le monde de Gorm, dans lequel vit un garçon qui s'appelle Nather
lui, il vit dans ce monde où les humains sont détestés. Ils sont détestés parce que ils ont forcément détruit des choses dans le passé. Ils ont peut-être éventuellement que sorcières. Enfin, ils ont fait des trucs pas très pas très sympas, et quoi. Du coup, dans le monde de base, c'est ça. On sait comment on peut être des fois, quoi. Donc du coup, tout le monde déteste les humains. Dans ce monde-là, un monde qui existe sur Terre, qui est recouvert par la coupole d'Oroy, qui est une coupole d'eau sacrée, puisque ce qui génère la magie dans le monde, c'est donc l'eau, la pureté de l'eau. Plus elle est pure, plus la magie peut exister, plus elle est polluée, moins elle existe. Qui ferait que ce serait pourquoi, dans notre monde, on n'aurait plus trop de magie, parce que l'eau est tellement polluée que du coup, on ne peut plus voir la magie. Tandis que dans le monde de Gorm, l'eau est encore très préservée. Sauf que là, les humains, ils font tellement n'importe quoi que ça commence même à en pâtir sur cette source d'eau qui est sur notre planète, mais qui est protégée par cette coupole pour pas qu'on détruise ce qui reste de beau sur notre planète. Et donc Nather, lui, il se dit ouais, d'accord, ok. Moi, je trouve ça quand même un peu bizarre. J'ai vu d'humains, j'ai pas le droit de sortir de ce monde, j'ai pas le droit de les rencontrer. Tout le monde sait que les humains, c'est nul. Mais pourquoi l'eau, elle les garde vivants alors? Quel est le concept? Je veux dire, elle pourrait juste en fait ne plus donner d'eau, ils meurent tous et puis on est tranquille, quoi. C'est donc clair. si l'eau leur donne, il doit y avoir une raison, c'est qu'elle doit trouver que ce serait pas bien de les enlever. Donc lui, il veut les rencontrer à tout prix. Et donc il réussit à sortir de son monde. Et donc, forcément, ces trois personnages principaux vont se rencontrer. Et là, je pense qu'il ne faut pas que j'en dise plus parce que ça, c'est un peu le début. Je ne vous ai pas trop spoilé grand-chose. Mais voilà d'où part tout ça. Et la question principale étant vraiment, une des questions principales, est-ce que les humains sont mauvais fondamentalement pour la Terre? Ou est-ce que quand un humain retrouve un peu sa magie intérieure et la magie du monde, est-ce qu'il ne peut pas se retrouver totalement en harmonie avec celui-ci et c'est beau en fait. Parce qu'on n'a pas une beauté en nous qu'il faudrait préserver à l'heure actuelle. Et comment faire pour la préserver? Et donc c'est à ça que j'essaye de répondre dans ce roman, je pense, en grande partie. Et effectivement, si t'en dis un peu plus après, ça serait trop en dire sur l'histoire qui nous attend dans ce roman, quoi. C'est ça. Oui, non, mais ce qui est vraiment parlant quand tu nous parles un peu de tout ça, de Source Sorcière, c'est que vraiment t'as ce côté folklorique qui est très présent et ce côté conte et légende qui est vraiment au cœur de chaque page finalement, et c'est ce qui a fait que moi j'ai particulièrement aimé ma lecture pour ça. C'est parce que moi de base je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contes et légendes, donc là clairement tu m'as fait voyager, quoi, ça c'est sûr. Ça c'est cool parce que c'est vrai qu'à l'intérieur les références qu'il y a, que si on connaît pas forcément le folklore écossais ou qu'on s'y est pas intéressé, même d'ailleurs si on est écossais, ça veut pas dire qu'on va les connaître, tu vois. Mais les contes à l'intérieur, justement, le conte Selkie que je disais, qui est donc une réécriture, mais il y a aussi un conte qui fait référence au cercle de Brodgar et à une vieille légende qui existe vraiment avec des géants de pierre qui se figent. Donc j'ai vraiment aussi été piochée justement dans des vrais mythes et des vraies légendes qui existent pour essayer d'aller ponctuer un peu le récit à des moments et voilà. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est le côté féerique en tout cas est bel et bien présent dans ton histoire. Et du coup, maintenant que tu nous as pas mal parlé sur le fond, on va s'intéresser un peu plus à la forme, si tu veux bien. Et ma toute première question, elle peut être absolument... triste, et c'est est-ce que tu as eu des pannes d'écriture? Est-ce que tu as rencontré des obstacles au cours de ton écriture? Enfin, parce que j'imagine que ce n'a pas été qu'un parcours de santé vu le travail que ça a dû représenter, donc je te demande d'abord ce qui s'est mal passé pour ensuite te demander ce qui s'est mieux passé. Alors, plein de choses se sont mal passées, ça c'est sûr. C'est-à-dire que déjà, au début, j'ai commencé à écrire, je ne savais pas écrire. Mais dans ma tête, on prend un crayon, on sait écrire, donc on sait écrire. Mais non, en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme un sport, comme un musicien qui apprend à jouer d'un instrument. S'il en joue depuis une semaine ou si ça fait
4 ans qu'il y joue de manière régulière, en essayant à chaque fois de s'améliorer, etc., ça va pas avoir le même niveau à la fin, on va dire. Au début, ça a été compliqué de se rendre compte qu'en fait, ah oui, je ne sais pas écrire ce qui va sortir de mes idées et sortir sur mon papier, ça va pas être du génie. Mais au début, quand on est écrivain, en tout cas, c'est mon cas, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens que j'ai entendus et avec qui j'ai parlé, au début, on se dit, mais c'est trop bien ce que j'écris, c'est génial. Enfin, voilà. C'est un peu l'ego, quoi, je pense, qui vient là-dedans. Et la durée où on se dit, ah oui, mais non, en fait, je suis très loin d'être écrivain. Bon. Donc ensuite, j'ai continué, j'ai écrit, je me suis améliorée, c'était très agréable. J'ai pas eu spécialement de panne, dans le sens où, en fait, moi, je me suis toujours... au début, j'écrivais pas. Voilà, c'est forcément au tout début, j'écrivais peu, j'étais pas régulière. Mais ensuite, au fil du temps, je l'ai fait tous les jours et du coup, c'est devenu une habitude. Et maintenant, c'est bizarre quand je le fais pas, en fait. Donc, c'est très facile de m'installer et d'écrire. Tu vois, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien la salle et qu'au début c'était dur de s'y mettre, mais après en fait ça devient addictif, quoi. C'est ça, une fois que t'y es, quoi. J'adore, je fais plein de références en sport alors qu'en fait je ne fais pas de sport, genre pourquoi je ne sais pas, mais bon, ok. Là, mais après les difficultés qu'on a rencontrées, ça a été un petit peu tout au long du truc, déjà en tant qu'auto-édité, genre de savoir qu'en fait, t'es tout seul, mais qu'en fait, il y a plein de choses qu'il faut gérer différentes. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais marketing, plein de choses là, qu'il faut que tu apprennes et tu peux pas compter que sur toi-même parce que tu peux pas tout savoir à toi tout seul. Enfin, à un moment donné, c'est juste logique. Donc voilà, donc j'ai dû accepter qu'en fait, faire un livre, c'est pas faire un truc tout seul, immuable, qui ne change pas, mais c'est bien au contraire, faire un truc à plusieurs, ça part de toi à l'origine, mais ça devient un projet de groupe, et donc faut accepter la critique, faut accepter le regard des autres, faut accepter de des fois enlever un chapitre entier, ou même de rayer le livre entier, qui n'en vaut pas la peine, et c'était quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal, il y a eu beaucoup de pleurs quand on m'a dit des retours et tout, où j'arrive à accepter qu'il fallait que j'enlève et je me disais mais c'est pas si horrible que ça, c'est pas si nul que ça quand même. Voilà. Maintenant que ça c'est réglé, on va dire que je ressens plus ça. Maintenant c'est l'inverse. Je veux qu'on détruise mon texte. Je veux qu'on me dise à chaque fois que oui. Alors ça dépend de ton objectif. On va dire que Bien là sûr. sur Source Sorcière c'est mon premier, donc forcément qu'il a des défauts à des endroits, mais je pense que c'est un livre, si je suis honnête et objective, qui est largement vendable et qui pourrait même se vendre avec une maison d'édition. Il est professionnel de A à Z, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça c'est une certitude. Et c'était devenir écrivaine, comprendre comment écrire. Donc ça c'était fait, et comment on auto-édite un livre, et ça aussi. Mais maintenant que j'ai envie de devenir une écrivaine, peut-être littéraire, que j'ai vraiment envie que voilà, que c'est Hemingway et des choses comme ça, et que c'est des écrivains, pour moi c'est même pas des génies, en fait, c'est des gens qui ont énormément travaillé, comprendre les mécanismes de l'écriture, qui ont passé des heures et des heures et des heures à se remettre en question. Maintenant c'est drôle pour moi en fait. Je veux, autant avant je voulais préserver comme un petit bébé, autant maintenant j'ai compris que pour que mon texte il évolue en tant qu'écrivaine, qu'en fait c'était ça la partie, que avant ça le boulot n'avait pas commencé pratiquement, c'était le brouillon, et que le brouillon c'est quoi, c'est 20% du truc quoi, et après il reste tout le reste à réécrire. Donc voilà, j'ai beaucoup souffert de ça. Je dirais que ça a été ça le truc le plus compliqué pour moi. En fait, c'était d'accepter et de se dire qu'à partir du moment où tu changes plus ton texte, il est mort. Tu le donnes au monde, tu ne le changes plus. Voilà. Pourquoi il est mort en fait, tu n'as plus rien à faire dessus. Tu le donnes aux autres. Ensuite, il devient vivant pour les autres. Mais moi, maintenant, je veux vraiment. Mais je me suis dit, voilà, si ça prend 10 ans. Je veux que ça prenne 10 ans et je regarde chaque virgule, chaque point et chaque mot. Et je veux que chaque chose qui soit là ait un sens, chaque paragraphe, chaque construction, chaque technique. Voilà, j'essaye vraiment de m'intéresser à tous les de l'écriture. Comme si je me disais, je veux devenir musicien, je veux devenir violoniste professionnel dans l'opéra de machin ou je sais pas quoi. Et je me dis, ok, bon, ça va pas être facile quand même, ça va pas se faire en claquant des doigts. Et donc, c'est parti, il y a du travail, quoi.
Et maintenant, j'apprécie ce travail. Mais ça m'a pris énormément de temps. Et c'est très, très frustrant au début parce que forcément, on veut que ça aille vite, on veut que le livre y sorte, on veut avoir accompli quelque chose. Donc, il y a ce sentiment que ça prend vachement de temps, en fait, d'écrire un livre. Et voilà. Et je pense que du coup, je m'étais lancé des objectifs pour lesquels je n'étais pas prête. Et donc, du coup, la manière dont je travaillais, du coup, n'était pas en adéquation avec mon objectif. Donc, forcément, ça me faisait souffrir. Oui. Mais maintenant que je sais dans quoi je m'embarque, que j'ai envie de m'embarquer là-dedans, il y aura des difficultés, mais c'est des difficultés que j'ai hâte de rencontrer, en fait. Je suis Naruto, quoi. Je me dis, c'est parti, il y a des niveaux à passer. Ça va être classe, on y va. Voilà. Et je dirais vraiment que c'est ça, le plus dur. Ça a été ça le plus dur. Ouais, non, mais je peux complètement imaginer. C'est vrai que moi, à mon niveau, j'en suis qu'à l'étape de l'écriture et de la réécriture. Je n'ai encore rien publié parce que ce n'est pas l'objectif pour le moment, mais effectivement, c'est déjà pas mal d'étapes à franchir, etc. Et donc oui, je ne peux qu'imaginer tout ce qui attend derrière, comme tu dis, tout ce qui est la déconstruction, tout ce qui est, tu te rends compte en fait. C'est pas anodin d'écrire, donc ouais, ça demande du temps, de l'énergie, savoir prendre du recul sur ce que t'as écrit, savoir accepter, comme tu dis, les retours qu'on te fait, etc., pour finalement arriver sur quelque chose de plus évolué, quoi. Je pense que c'est important, vraiment, moi c'est ça maintenant que je retiens, c'est vraiment réfléchir, enfin si je peux te donner ça comme conseil, en tout cas moi c'est le conseil que je donnerais, et je pense que ça s'applique à d'autres choses dans la vie, c'est que des fois on s'imagine quelque chose qui nous rendrait heureux, et un objectif qui nous rendrait heureux, et on se dit si jamais mon livre vend comme Harry Potter arrive à écrire ça, je serais heureuse. On peut se dire des choses comme ça des fois. Sauf que pour arriver à ça, déjà il y a un petit facteur chance, mais pas que. C'est ça. En fait, c'est ça. Il y a un énorme facteur derrière ce travail et plein de choses. Et en fait, ça veut dire être écrivain aussi. En tout cas, dans mon cas, ça a été refuser énormément de week-ends où je ne suis pas sortie avec qui que ce soit pour passer des heures à écrire. Et en fait, et à côté, ce que j'ai fait à côté d'autres écrivains, c'est rien du tout en plus. Et c'est là que je me rends compte maintenant, en fait, à quel point, si on veut essayer de magnifier son travail, ça demande énormément d'énergie, de régularité, de discipline, mais tout ça en fonction de l'objectif. Et on peut pas s'attendre à devenir Brandon Sanderson comme ça, en fait. C'est ça. Et du coup, des fois on croit que, mais en fait, est-ce que l'objectif final, est-ce que ça nous rendrait heureux si on avait ça, mais sans raison, dans un sens, sans avoir fait le travail pour? Ben moi, je crois pas. Et je pense que des fois, on se rend pas compte que pour faire ça se trouve, il va falloir que tu travailles pendant 10 ans, que tu aies un double job, que tu fasses 70 heures par semaine, que tu passes ton temps à réécrire ton texte, à lui mettre des coups de crayon dans tous les sens. Mais en fait, il y a des gens, ils aiment pas faire ça. Et c'est juste l'idée d'avoir le livre à la fin publié qui rend heureux. Mais bon, malheureusement, on peut pas faire ça comme ça, sauf si, et là, on a un objectif différent. Donc si on se dit juste... fait qui dans la vie, c'est écrire. J'ai envie de dire mon histoire. Et à la fin, je suis contente, je suis fière de moi. Pourquoi pas le publier pour le partager? Comme ça, s'il y a des gens qui le voient et qui l'achètent, ben, tant mieux, ça me fera des sous. Ou pas de sous, mais au moins je le partage. Et voilà, et ça peut être très beau aussi. Et pour moi, je pense que c'est important. Enfin, tu vois, moi, par exemple, ça me fait pas forcément rêver d'être best-seller mondial, de faire des tours tout le temps et tout ça. Tu vois? Parce que quand j'écoute ces écrivains-là et que je vois que ça leur demande dans leur vie, en fait, c'est le chemin qui compte. Et pendant le chemin, si eux, leur vie, c'est faire, je sais pas moi, 70 heures de travail, jamais voir leur famille, partir de ville en ville et tout ça, est-ce que moi, vraiment, ça me plairait? Parce que pour obtenir ça, en fait, c'est que tous les jours, il faut vivre de cette manière-là. Et donc, voilà, j'essaye aussi d'adapter l'objectif par rapport à ce que je me sens capable et l'envie de faire au quotidien. Et je pense que c'est important et qu'il y a pas de petits rêves, en fait. C'est ok d'avoir un rêve moins soi-disant grandiose, mais si c'est son rêve à soi et qui nous rend heureux, plus cette manière-là que en faisant un truc de ultra grand niveau ou je sais pas, ou grand best-seller ou voilà.
à ce moment-là, peut-être qu'on sera plus heureux en faisant juste notre publication comme moi j'ai fait là, Source Sorcière, en auto-édition. Puis si ça décolle, tant mieux. Puis si ça décolle pas, et ben tant pis. Et enfin voilà. Et c'est pas grave. Et puis effectivement, ce qui reste grand et beau dans l'histoire, c'est de savoir ce qui nous plairait d'atteindre, de faire, de réaliser, et puis d'y parvenir et de parcourir tout le chemin pour qu'il nous y amène finalement. C'est ça vraiment. Et puis du coup, de choisir un objectif qu'on se sent de taille, ou au moins, même si on s'en sent pas de taille, où on se sent l'envie de faire les efforts nécessaires pour arriver à ce point qu'on s'est déterminé. Tu vois ? Ouais, complètement. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Et puis vraiment de sentir peut-être moindre. De pas se dire je suis mon parce que mon rêve n'est pas aussi ambitieux. Mais non, en fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois maintenant la vie. Je me dis, c'est un truc de toi. Toi, ce qui te rend heureux, c'est faire un livre pour enfants. T'as pas besoin d'écrire comme Hemingway. En fait, ce sera pas ridicule. Si toi, ce que tu veux, c'est écrire de la littérature, tu seras pas plus important que, je sais pas, quelqu'un qui a écrit Le Petit Prince ou le manga de Naruto. En fait, parce que chaque peut être importante pour quelqu'un et changer quelqu'un. Et juste, en fait, fais-toi kiffer, fais ton truc et fais les efforts par rapport à ce que toi, tu aimerais atteindre, en fait, personnellement comme objectif, quoi. C'est ça, ce que tu aimerais vraiment vivre et ressentir avec tout ça, quoi. Complètement. Et je dis ça juste parce que quand tu me disais les trucs les pires, je me dis juste qu'en fait... je me serais peut-être évité, tu vois, de la souffrance si j'avais été plus consciente de ce que j'étais en train de faire et de ce que demandait le résultat par rapport au travail à fournir. Et je pense que j'aurais peut-être moins versé de larmes. Mais c'était aussi joyeux. C'était pas que des larmes. Non, mais heureusement, effectivement, tu serais peut-être tombé de moins haut si tu avais mieux vu un peu la montagne de travail que ça représentait derrière pour obtenir le résultat souhaité, quoi. C'est exactement. Et c'est important, je trouve, de casser le mythe de l'écrivain. C'est facile parce que non. C'est pas facile. En tout cas, quand j'écoute les écrivains qui vivent à plein et qui gagnent leur vie et tout, clairement, ils ont pas l'air de dire que ça a été facile. Donc je me dis, si je trouve ça facile, il y a peut-être un problème, tu vois. C'est clair. Peut-être un souci quelque part. C'est clair. Et du coup, effectivement, tu m'as un petit peu devancé sur le sujet de l'auto-édition. Ça m'intéresserait de savoir un peu comment tu as connu ça, comment tu t'es lancé, est-ce que tu avais déjà des clés en main au départ ou pas, est-ce que tu as un peu tout appris tu t'es emmêlé sur le tas, enfin voilà, quel est ton rapport à l'auto-édition et tout ça, quoi? Alors, j'aime bien avoir ma liberté, donc ça veut dire que si je travaillais en maison d'édition, il faudrait que je me sente bien avec la personne qui s'occupe de moi, de mon livre et du projet, et que j'ai énormément, on va dire, de respect et d'admiration pour la personne à qui je donne le projet par rapport à ce que je donne, en fait. Voilà. Une personne vraiment passionnée d'écriture, quoi. Et donc, comme mon amoureux est devenu écrivain et éditeur, passionné d'écriture, que notre meilleur ami est lui-même d'édition, que voilà, je connaissais des gens... quand on s'est rencontrés, il y a personne qui faisait ça, mais on a grandi de cette manière-là et chacun est tombé là-dedans et maintenant est complètement fan. Et donc, c'est bien tombé. Et on s'est dit, écoute, on va faire ça ensemble. Comme ça, on va tous vivre cette expérience ensemble et on va vraiment essayer d'être notre propre maison d'édition. Donc, en fait, j'ai fait de l'auto-édition, mais un petit peu différente parce que j'ai ouvert ma propre maison d'édition où je vais publier que mes livres à moi pour l'instant. Et donc, du coup, j'ai embauché des gens. Donc, j'ai embauché quelqu'un pour la couverture. En fait, on a listé tous les métiers qu'il y a dans une maison d'édition. Et on s'est dit, l'auto-édition, c'est en fait... Normalement, ça nous fait un peu penser qu'à une seule personne, il faut qu'on soit tous les métiers d'une maison d'édition. Exactement. Sauf que c'est pas humain. C'est un peu compliqué. Je respecte ceux qui arrivent tout seuls. Moi, j'aurais pas pu.
Et puis pour moi, de toute manière, un livre, ça se fait à plusieurs. C'est comme ça que ça se passe dans une maison d'édition. C'est comme ça que ça se passe pour la majeure partie des gens dans le parcours de l'écriture. Même les plus grands auteurs qu'on connaît aujourd'hui ou d'avant, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu un éditeur derrière qui relisait, qui critiquait. Enfin, voilà. Donc je me suis faite à cette idée-là que c'était un travail de groupe. Et c'est ça qui m'a attirée dans l'auto-édition. C'était vraiment d'apprendre toutes les ficelles de ce qui se passe derrière une maison d'édition et de le devenir nous-mêmes. Et donc de voir c'est quoi le challenge vraiment de vendre un livre, que ce soit le côté commercial, le fait aussi d'être écrivain, le fait d'être éditeur, le fait de devoir trouver les organismes vers qui se tourner de manière administrative pour bien légaliser les choses. Enfin, on a tout, je dis j'ai, mais non, on a tout appris sur le tas parce que j'ai appris des choses de mon côté. Je leur ai donc appris des choses et puis eux aussi. Et puis tu vois, on a notre petit groupe parce que du coup, vu que mon nom d'auteur c'est Rose Cabera, donc j'ai appelé ma maison de publication RKB Publishing. Et donc du coup, on a notre petit groupe WhatsApp RKB Publishing et puis on se parle toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on se donne des news. Alors, t'as vendu combien de livres? Ok, on va peut-être aller parler dans une université de l'auto-édition tout ensemble. Donc on se prévoit des projets ensemble et vraiment le but c'est à la fois de repousser notre connaissance dans tout ce qui entoure la publication d'un livre, quoi. Ouais, c'est super, c'est un vrai travail d'équipe, quoi. Ouais, franchement, je n'aurais rien fait sans eux. Donc d'ailleurs, si jamais vous les cherchez, Aimé Lezo et Issa Dioum, et en fait, ils travaillent aussi en freelance. Donc du coup, si jamais vous avez besoin d'éditeurs ou quoi que ce soit en rapport avec la mise en page aussi des livres, eh bien, eux, ils sont professionnels et ils travaillent pour des entreprises et des particuliers. Et c'est bon à savoir. Voilà. En cas de besoin. Je le dis quand même. Comme l'auto-édition s'est pas mal démocratisé, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça facilite pas mal les choses pour ceux et celles qui ont toujours rêvé d'être publiés et de pouvoir finalement réussir à trouver les informations, savoir s'entourer et pouvoir du coup exaucer ce souhait-là et ce rêve-là, quoi. Tout à fait. C'est ça aussi, encore une fois, je pense qu'il y a plein de manières de s'auto-éditer. Il y a autant de manières d'être écrivain que de s'auto-éditer, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des gens qui veulent tout faire tout seul, il y en a qui... Et ça dépend de ton objectif, ça dépend de ce que tu veux faire. Nous, vraiment, en fait, notre but, c'est que si jamais, par exemple, je sais pas, un éditeur de maison d'édition tombe sur Source Sorcière et le prend dans ses mains, vu que de toute façon j'ai mon petit logo aussi de maison d'édition RKB, etc., et que en soi c'est dans une maison d'édition, mais c'est quand même de l'auto-édition, on va dire 2.0, dans le sens où légalement j'ai la maison d'édition, mais c'est de l'auto-édition. Et ben que cette personne-là, elle le prenne dans ses mains et elle se dise qu'elle puisse, enfin je sais pas, qu'elle mettrait sa main à couper, que c'est pas de l'auto-édition. Parce qu'il y a cette image-là que l'auto-édition, c'est des couvertures moches, c'est une mise en page pourrie, c'est de la mauvaise écriture, c'est un mauvais résumé, c'est, enfin voilà, tous ces clichés-là. Et donc moi, mon but, c'était vraiment avec donc mon équipe qu'on rende un produit fini qui ne puisse pas être différencié avec quelque chose qui aurait pu être publié en maison d'édition. Oui. Et qu'on puisse montrer, bah si en fait. Et ça a marché. J'ai été présenter une fois mon livre dans une bibliothèque d'une personne qui refuse les autorités parce qu'elle trouve que c'est nul, que c'est une honte, etc. Donc elle était vraiment hyper contre le truc, quoi. Et donc je lui ai dit, viendrez vous voir pour vous montrer mon livre quand il sera prêt. Et puis donc je lui ai donné le livre dans les mains. Et puis elle a regardé la couverture et elle m'a dit ça, c'est de l'auto-édition, ça. Comme ça. Alors j'ai dit oui. Ensuite, elle a ouvert le livre. Elle a dit c'est de l'auto-édition, ça, la mise en page, là. Oui. Et du coup, je lui dis c'est normal, hein, si les alinéas ne sont pas faits comme ci, comme ça, parce qu'on a fait une mise en page à l'anglaise, mélangée à la française, parce qu'on voulait faire notre propre style de mise en page, etc. Mais nanana, je lui explique les trucs, quoi. Et puis, elle dit dommage, hein, si c'était pas de l'auto-édition, je vous l'aurais pris dans ma bibliothèque, hein, mais c'est vraiment dommage. Oh et du coup, je me suis dit,
Ouais, c'est vraiment dommage, mais quelque part non, parce que, enfin, je veux dire, pas rien. Je veux dire, si c'est normal, chacun sa bibliothèque, chacun sa librairie, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que elle s'est d'elle-même, elle avait l'air surprise, quoi. Elle avait rien à redire. Elle avait rien à redire. Alors que la dernière fois, quand j'avais été la voir, elle avait pris un livre d'auto-édité qu'on lui avait donné. Elle m'avait dit, regardez, c'est Tiffany à faire, tout est collé, machin, nanana. Je lui ai dit, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a vraiment des gens aujourd'hui qui regardent des vidéos YouTube, qui ont, enfin, même avec toi, avec le portail de l'auto-édition, ça permet aux gens de se connecter entre eux, de se dire ok, est-ce que ma couverture elle est assez pro, est-ce que vers qui je peux me tourner pour avoir une couverture trop chère mais quand même pouvoir faire quelque chose d'assez professionnel. Enfin voilà, aujourd'hui on a vraiment accès à tout ce qu'on veut si on veut vraiment chercher et qu'on veut vraiment trouver les réponses. Ouais, complètement. C'est clairement l'un des buts du portail de l'auto-édition, complètement. Enfin, c'est l'un de mes buts, c'est de valoriser les auteurs auto-édités, parce que comme tu dis, aujourd'hui, on est capable, enfin quand je dis on, je m'inclus dans les auteurs auto-édités, mais parce que je me fais un peu porte-parole, mais bien sûr, je veux dire qu'on est capable de produire de la qualité égalable, si ce n'est supérieure à celle de maisons d'édition. Parce que je pense aussi, par exemple, tu vois, si on prend les livres de R11 d'or ou de Yelena, enfin voilà, des autrices aussi comme ça, qui te sortent des bouquins reliés avec dorure, jaspage, etc., etc. Enfin, aujourd'hui, on est capable de sortir cette qualité-là et cette qualité incroyable qui fait que c'est très professionnel. Et du coup, donc l'un des buts du portail, c'est ça, c'est de valoriser ces auteurs-là qui, comme toi, voilà, proposent un produit très professionnel et très qualitatif, et de l'autre d'informer sur voilà comment faire pour atteindre ce résultat-là, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est ce que tu dis, t'as raison. Après, bien sûr, il y a des trucs en maison d'édition. Enfin, moi, je suis pas, tu vois, je suis vraiment plus ça va, plus je suis dans un truc hybride où je me dis, en fait, les deux sont bien. C'est bien juste sûr. Que tu peux très bien tomber sur une maison d'édition de mauvaise qualité qui fait punition à ses auteurs, qui fait n'importe quoi. C'est ça. Et tu peux en trouver d'autres qui sont qui font que 5 ou 6 livres dans l'année, qui font de la hyper haute qualité. En fait, chaque maison d'édition, j'ai envie de dire qu'il faut voir les choses de cette manière. Je pense c'est que chaque personne crée, c'est comme une entreprise en fait. On peut très bien avoir un magasin de chaussures et pourtant il pourrait être fait de mille manières différentes. Quelqu'un va vendre des chaussures avec des produits localement, écologiquement, machin. L'autre il va faire avec des produits qui viennent de Chine. L'autre il va faire, enfin voilà. En fait, il y a plein de manières de faire. Et puis là, j'ai pris 2 exemples diamétralement opposés, mais il y a aussi d'autres choses, des gens qui se disent voilà, moi je veux publier. Enfin voilà, là j'ai pris les trucs vraiment extrêmes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi des choses qui sont aussi bien les unes que les autres, mais qui vont pas forcément correspondre à toi ton travail ou à toi ton éthique de travail. Et je pense qu'au niveau de l'auto-édition, c'est la même chose. Il faut pas se mentir, il y a aussi des livres d'auto-édition qui sont pourris. Comme d'autres de maisons d'édition. Évidemment. Oui, bien sûr. Et désolé pour ceux qui ont des livres auto-édités pourris. Peut-être que le mien en fait partie, si ça se trouve. Mais en fait, je pointe personne du doigt. C'est juste c'est vrai, il y a c'est pas une question d'être en maison d'édition ou en auto-publication pour moi. Ça. C'est vraiment une question de quel est le travail qu'on fait. Comme tu disais, est-ce qu'on de venir justement sur toutes ces plateformes, portail de l'auto-édition. C'est pas parce qu'on est édité aussi qu'on doit absolument rejeter toute l'édition traditionnelle. Peut-être qu'on peut en apprendre des choses. Bien sûr. Enfin, tu vois, il y a je pense rester ouvert d'esprit là-dessus. Et puis Yelena, il me semble que du coup elle travaille aussi avec des maisons d'édition. Ouais, elle est hybride depuis quelques temps. Enfin, en tout cas, son livre, son premier tome va être publié dans la maison d'édition Hachette, si je ne dis pas de bêtises. Et si ça marche, elle a un 2e tome de prévu chez eux, quoi. Voilà un exemple. Comme quoi l'auto-édition, ça peut fonctionner.
Après, ouais. effectivement, Non, comme tu dis, vraiment, tout c'est dépend vrai aussi que... de tes valeurs, tout dépend de ton objectif. Si tu souhaites simplement te publier, voilà, l'auto-édition convient très bien parce que tu peux faire ta tambouille à ta sauce, etc. Si tu souhaites en vivre, bah là, effectivement, tu dois y mettre les moyens, l'énergie, le travail, la quantité d'heures dessus, etc., les contacts, etc., etc. Donc, tout dépend de tout ça, finalement. Tout dépend de la finalité et de ce à quoi tu tiens. L'auto-édition peut aussi être un bon moyen pour les gens que je sais pas qui veulent juste par exemple, on n'est pas obligé non plus de laisser son livre à vie sur le truc aussi. On peut très bien se dire tiens, moi j'ai envie de faire un petit livre, je vais le mettre pendant 6 mois, je vais en imprimer à tous les gens que je connais. Et puis pendant 6 mois, je vais le laisser disponible pour si jamais je rencontre des amis sur la route et qu'ils en veulent, hop, je leur commande la copie d'auteur et puis je leur vends directement. Et puis ensuite, je le dépublie. Ou si ça se trouve, enfin voilà. C'est ça. Il n'y a pas de... Voilà, tout est possible. En fait, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est fou avec l'auto-édition. Enfin, il y a peut-être des limites, mais je veux dire que... Tu restes quand même... T'es vrai, en fait. La promesse... Tu restes quand même très libre. En tout cas, sur Amazon. La promesse est vraie sur Amazon en soi. Et sur d'autres trucs comme Book on Demand et tous ces trucs-là. C'est vrai, dans les faits, tu peux publier un livre gratuitement. Ouais. C'est vrai. Tu peux utiliser Canva pour faire une... voilà. Par contre, est-ce que le faire gratuitement, c'est forcément une bonne idée si on a envie d'en faire une carrière ? Là, par contre, j'en doute très, très fortement. Et c'est là que je pense qu'il y a le petit mensonge un petit peu de l'auto-édition où on se dit « Ah, c'est gratuit, donc je peux le faire et puis je vais devenir un grand écrivain, puis tout est gratuit, blablabla. Bla, bla, bla. » On peut tomber dans ce panneau-là. Et en fait, c'est pas trop ça. Mon expérience, en tous les cas, en maison d'édition, faire un livre, ça peut coûter 5 000, 10 000 euros, 20 000 euros de faire un livre. Parce que quand on paye des gens pour... voilà. Donc, l'auto-édition, enfin, personnellement, moi, j'ai pas assez d'argent pour mettre 10 000 euros dans un bouquin. Pour l'instant, j'ai mis moins. Donc, pour être totalement transparente, j'ai payé 3 500 euros d'investissement dans Source Sorcière. Voilà. Et c'était en effet aussi que j'ai des amis que je connais à qui du coup j'ai fait des cadeaux ou à qui j'ai fait bénéficier de d'autres services que moi j'ai que je pouvais échanger ou parce que je les ai payés mais un petit peu à un prix. Et puis il y en a d'autres que j'ai payés à un prix leur prix professionnel parce que je les connaissais pas. Donc voilà, mais ça c'est aussi un truc important, c'est de se dire on a forcément des gens autour de soi qui pourraient être utiles à notre projet et qui pourraient s'intéresser à notre projet, même de nous aider gratuitement, soit pour une petite pièce ou pour autre chose en échange. Il y a forcément des gens autour de soi, que ce soit un ami d'un ami d'un ami. En fait, en parlant de son projet autour de soi et en allant sur les réseaux, etc. Et ça, c'est indispensable, je pense. Complètement. Pour l'édition. Voilà. Non, c'est clair. En tout cas, c'est très intéressant, un peu discuter autour de ces sujets-là parce que c'est important et ça permet aussi d'éclaircir certaines choses, donc c'est chouette. On va arriver tranquillement sur la fin de ce podcast, de cet épisode de podcast. Ce que je te propose là pour la fin, c'est que je vais te poser une série de questions très courte où l'idée c'est que je vais te demander de choisir entre 2 éléments et tu dois me donner ta préférence pour l'un ou pour l'autre sans forcément de justification. Si tu veux m'expliquer tu peux, mais c'est juste je te propose ci ou ça et tu me dis ok ça ou ça. Ça te va ? Ok, je suis hyper indécise, allons-y, c'est parti. Tu parles à une balance, donc je comprends complètement l'idée. Mais pour le coup ce n'est pas moi qui vais y répondre, donc j'y prends grand plaisir. Ok, merci. Je vais faire de mon mieux. Est-ce que tu es plutôt stylo ou clavier ? Alors, stylo. Ok. Est-ce que tu es plutôt thé ou café ? Thé. Ok. La question qui fâche, pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat pour sûr. Ok, ça va. Tu t'en sors bien. J'ai l'impression de répondre sur qui veut gagner des millions. Genre, je suis hyper à fond dedans. Tu vois ma tête, j'ai la tête, j'ai les mains autour de la tête. Je suis en mode, ok, c'est parti. Allez, on y va. Fin heureuse ou fin malheureuse ? Fin heureuse. Ah non, les deux. Ok. Bad boy ou gentil garçon ? Gentil garçon. Ah bah les bad boys. Auto-édition ou maison d'édition ? Hybride.
C'est une Ça question dépend. horrible, hein, je suis d'accord. Ça dépend de l'édition et les deux. D'accord, ok. Non, mais tu t'en sors bien. Eh ben écoute, c'est tout pour moi. Si jamais tu souhaites nous partager quelque chose avant la toute fin, n'hésite pas, c'est le moment, c'est ton petit quart d'heure. Tu es libre de nous dire tout ce que tu le souhaites à ce moment-là. Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Déjà, une petite citation de source sorcière pour Vas-y. vous laisser, j'espère, un petit peu l'eau à la bouche. Donc, c'est la magie doit exister, sinon la vie n'a aucun sens. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et visiter mon Insta, prendre le livre si vous avez envie de le lire pour en découvrir un peu plus là-dessus, sur ce thème de la magie, du rêve et de la réalisation de soi. Et puis sinon, j'ai peut-être envie de parler, vu qu'on a parlé de contes quand même, du projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, vu que ça y est, le projet est sorti et c'est un one-shot. Ouais. Il y a certaines personnes qui veulent une suite, mais je suis pas vraiment sûre que j'en ferai une un jour. Il y a des suites possibles si jamais il y a besoin d'en faire ou que j'ai une idée. Mais pour l'instant, c'est un one-shot, c'était prévu comme ça, et donc ça restera comme ça. Mais en ce moment, du coup, je suis en train de travailler plus sur le côté conte. Et donc, mon prochain livre qui sortira, ce sera un conte français oublié. Donc, parmi eux, il y a aussi quelques classiques que je pense vous connaissez déjà, qui sont pour moi indispensables. Je peux pas ne pas les mettre dedans. Et en gros, ce sera vraiment des contes anciens que j'ai passé des centaines et des centaines d'heures à rechercher dans les méandres d'Internet et dans des livres que j'ai trouvés dans des librairies et des choses comme ça. Et puis, je les ai lus, j'en ai lu plein, et j'ai voulu sélectionner que ceux qui me semblaient vraiment intemporels et qui étaient vraiment encore qui faisaient sens avec notre monde aujourd'hui, on va dire. Voilà, en résonance, c'est le mot. En résonance avec notre monde aujourd'hui. Et à l'intérieur, il y aura aussi des illustrations. Il y aura aussi une préface sur le conte avec un petit peu plus de choses en rapport avec ce que j'ai pu apprendre justement en Écosse et cette expérience unique que j'ai pu vivre là-bas, et puis parler un petit peu de cet art du conte écossais qui a inspiré du coup mon envie de préserver en fait notre folklore à nous en France. Parce que quand j'habitais en Écosse et que je regardais des contes, je regardais du monde entier, d'Écosse, d'Irlande et puis de tous les continents, à vrai dire. Et puis je me disais, mais j'arrive pas à trouver des contes français que j'aime vraiment, à part quelques contes de Perrault. Et voilà, Ouais. on connaît pas trop grand-chose, quoi. Enfin, en tout cas, moi. Voilà. Et donc je me suis dit, c'est quand même dommage quoi que je connaisse pas plus les contes de mon propre pays en France métropolitaine, parce qu'il y avait aussi d'autres pays français, mais moi je voulais, qui parlent français ou des pays francophones, même le Canada ou des choses comme ça. Mais je me disais en France métropolitaine quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais créer le livre de mes rêves, dans lequel il y aurait, selon moi, les meilleurs contes français qui ont jamais existé. Dans ceux que j'ai pu trouver, parce qu'évidemment, il y en a peut-être que j'ai loupé, c'est même certain, vu la quantité de qui existent dans le monde, c'est pas possible de tous les passer en revue, c'est littéralement impossible. Et donc là, j'ai sélectionné une quarantaine de contes, après en avoir lu vraiment des centaines et des centaines. Donc, ouais, en fait, c'est même pas assez si je dis des centaines et des centaines. Genre vraiment, après avoir farfouillé vraiment et lu beaucoup de contes français, j'en ai retenu que 40, qui pour moi étaient vraiment super, vraiment super, et que je me disais mais c'est fou, cette histoire c'est nous aujourd'hui, c'est pas possible qu'elle est pas connue en fait. Et donc après je me suis dit c'est dommage de garder que ça pour moi, c'est quand même un petit peu dommage parce que j'ai pris toutes ces heures là et en fait les gens vont pas forcément tomber dessus, et je pense vraiment que les contes peuvent aider à changer le monde et à rapprocher les gens et de se retrouver autour d'un feu de camp ou dehors dans la nature ou peu importe, et de se raconter des histoires. Je trouve ça juste magnifique et ça m'a tellement rendue heureuse que j'ai envie de partager avec les gens, un peu d'aider à raviver ça dans notre pays aussi, vu que c'est pas autant vivant que malheureusement dans d'autres pays à l'étranger, comme par exemple en Inde ou en Écosse ou d'autres pays. Voilà. Ouais. Et donc voilà le projet. Là, il avance bien. Je sais pas du tout quand il sortira. Je veux pas dire de date puisque ça c'est une erreur que j'avais faite avec le premier livre, d'annoncer une date et après de stresser comme je sais pas quoi. On se dit, il faut que j'atteigne la date.
Mais en tous les cas, ce sera mon prochain projet. Et vu que j'ai déjà trouvé tous les comptes, voilà, ça avance quand même bien. Et après, le trad anglais aussi. Parce que du coup, mes amis écossais, ou d'ailleurs, dans mon groupe, il y a des japonaises, il y a un qui parlent anglais, donc plutôt mes amis qui parlent anglais, sont très, très, très curieux de trouver des Français. Mais ils n'arrivent pas à en trouver, évidemment, c'est encore plus dur si on ne parle pas français. Donc le but est aussi de traduire le livre et ensuite d'aller le présenter au centre du conte écossais où j'ai appris à compter et d'essayer un petit peu de quelques histoires à l'étranger. Et forcément, en traduisant, ça va aider à la propagation du truc. Donc, voilà. Et donc, ça me rend très heureuse parce que... c'est un super projet. Et j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose... j'essaye à mon échelle, comme Andrew Lang ou d'autres folkloristes qui ont existé et qui permettent qu'aujourd'hui je puisse justement me servir de ressources. J'ai envie aussi d'offrir ça et de faire un petit peu ma petite pierre à l'édifice. Et je me dis que ça pourrait être très pratique aussi pour les écrivains français ou toute personne s'intéressant à la culture française en France métropolitaine, de pouvoir s'appuyer sur des vieux contes et des vieilles légendes justement pour en faire des réécritures, pour s'en inspirer, pour créer des romans, comme le font plein d'autres gens autour du monde. Et donc, si je peux participer un petit peu de cette manière, voilà. Objectif, écoute, c'est super, je te souhaite de réussir. En tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Et puis, si tu l'auto-publies, j'espère le voir dans les présentations des parutions auto-édition trimestrielles. Ah ben, bien évidemment. Bah écoute, on va s'arrêter là. Merci à toi en tout cas pour ton temps. C'était très intéressant, c'était une super discussion. Et je te souhaite que tout se passe bien pour la suite sur tes projets d'écriture et tes projets de voyage, etc. Et puis je te dis à tout bientôt dans ce cas sur les réseaux. Merci Abby et merci pour tout ce que tu fais pour nous tous auto-éditer. C'est vraiment top. Avec grand plaisir. Salut, prends bien soin de toi et prenez soin de vous également ceux qui écoutez cet épisode du podcast. N'hésitez pas à retrouver et à suivre Rose sur Instagram et à suivre du coup le portail de l'auto-édition également sur Instagram et autres réseaux. À tout bientôt!